Ouais. Oui, c'est moi-même, ouais. Bonsoir, prof. Euh, Bonsoir, c'est bonsoir. oui. Euh, Vous nous suivez bien? oui, c'est Le bien. volume Là, est maintenant, c'est bon? bien. Le volume de Oui, la c'est voix bon. est bon. Oui, oui, Voilà, super. le problème, c'est l'entrecoupage. Mais Oui, faut que vous disiez à tous nos auditeurs, à tous nos territoires que c'est ça les conditions de la lutte, hein. Nous sommes en lutte. On lutte depuis 1948. Et puis, il y a des luttes qu'on a perdues. À un certain moment, on a l'impression que ça va, mais ça ne va jamais véritablement bien. Donc moi, ça ne m'impressionne plus qu'il n'y ait pas d'électricité, ni que la connexion Internet soit occupée. Le système néocolonial ne peut pas. On devra le faire nous-mêmes. Nous devons continuer la lutte pour donner à notre pays au moins des infrastructures qui sont suffisamment pérennes pour on s'épanouisse. Voilà. C'est ça l'indépendance incomplète. C'est comme ça qu'on l'a dit. C'est ça. Un pays qui n'a pas été libéré comme les pères fondateurs l'ont pensé et dont on a triché la liberté, on a donné une fausse liberté, une fausse indépendance avec des gens qui n'étaient ni préparés ni volontaires. Voilà. Alors, c'est vous qui avez le conducteur, je vous écoute. oui. Ben, bonsoir, professeur. Vraiment, personnellement, je suis un peu très choqué de réaliser qu'après quand même plusieurs années, vous avez posé, hein, vous avez énormément posé aussi. Vous dites depuis que vous meniez cette lutte, c'est ça. C'est pour ça que vous vous battez et que vous battez depuis pour que les conditions allaient, parce qu'on n'a pas eu véritablement notre indépendance posée par les pères fondateurs. Nous ne pouvons pas imaginer à l'heure de la modernité que nous puissions avoir les problèmes aussi basiques d'énergie, d'internet, etc. Alors que la plupart des grands pays aujourd'hui qui se lancent des grands défis ont transcendé ces mécanismes-là, en tout cas cette technologie. Mais malheureusement, nous sommes toujours en train de ramper, de ramper et de ramper. C'est une grosse désolation. Surtout que lorsqu'on a quelqu'un comme vous, de votre carrure, sur notre panel ce soir, qui doit apporter une pédagogie, une éducation à nos peuples qui attendons, qui avons été véritablement, qui voulons être nourris ce soir, à votre compréhension et analyse du nationalisme camerounais. Nous sommes vraiment désolés, mais nous allons nous en tenir véritablement et nous ferons tout pour que cette émission puisse avoir lieu. Bonsoir, Monsieur Baïbek. Professeur Baïbek, bonsoir. Tout d'abord, j'ai envie de Bonsoir, vous monsieur. présenter. Oui. Vous êtes né le 29 novembre 1962 à Edea. Vous êtes marié et père de 6 enfants. Votre étude primaire, vous avez commencé à l'école primaire Sacré-Cœur de Nouvelle et vous avez obtenu votre certificat de fin d'études primaires en 1976. Après, vous aviez continué pour votre étude secondaire au collège Saint-Michel de Douala où vous avez obtenu votre BEPC en 1980. Et vous avez décidé de continuer au lycée polyvalent de Bounaberry où vous avez obtenu en 1983 votre baccalauréat. Par la suite, vous continuez vos études universitaires au CUS, Faculté des sciences et de la santé. Et vous poursuivez votre formation en Suisse et en France pour vous spécialiser entre 1996 et 1999 en chirurgie orthopédique et traumatologie. Aujourd'hui, vous êtes professeur agrégé en chirurgie orthopédique et traumatologie. Vous êtes écrivain. D'ailleurs, vous avez commis un livre, un récent livre, Hamburger, c'est quoi, dont nous aurions l'occasion d'en parler fortement. Mais il faut rappeler que vous aviez publié plus de 50 articles scientifiques dans des revues internationales prestigieuses telles que Orthopediatica Belgique, Foot and Hank et plusieurs autres. Hein. Et pour votre engagement, ce qu'il faut aussi rappeler, comme petite anecdote que nous avions suivie, dans votre rêve, vous rêviez de devenir un mathématicien, mais il semblerait qu'après le décès d'un de vos professeurs dont vous avez beaucoup d'admiration, par accident, vous aviez décidé finalement d'opter pour la médecine. Peut-être vous allez entrer dans des détails. En ce qui concerne votre engagement politique, vous êtes membre de l'UPC,
fondamentaliste. Déjà, nous allons beaucoup nous apaiser sur cette question fondamentaliste. Pourquoi vous faites vraiment cette précision? Parce que vous le faites à chaque fois que vous sortez. Et cet engagement, vous vous engagez en tant que membre en 1992. Et il faut rappeler que vous avez été député suppléant de Monsieur Pierre Sendé dans l'arrondissement de Matom dans l'Union et Kelly. Voilà ce que nous pouvons dire sur votre parcours politique. Mais je sais que votre biographie est vraiment, c'est une encyclopédie. On a juste résumé véritablement, mais nous entrerons dans les détails parce qu'il était question d'en parler. Donc, avant d'entrer dans les détails, professeur, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Peut-être forcément nous avons oublié peut-être des trucs très marquants. Ou bien vous voulez réagir? Ben, disais, quand vous dites que mon école primaire, c'est l'école sacrée de Nouvelle, c'est exact, mais c'est incomplet. Parce qu'en fait, je n'ai fait qu'une seule année à l'école Sacré-Cœur de Nouvelle. Ok. Les autres années, entre ma naissance en 62 à 1976, où j'ai le CP à l'école Sacré-Cœur de Nouvelle, c'est une période extrêmement agitée, extrêmement difficile. Et qui va marquer ma vie. Il faut que l'on comprenne. Vous savez, à l'école, lorsqu'on fait de la littérature, quand on fait lire les œuvres, le premier chapitre, c'était toujours, je ne sais pas si c'est la même chose, l'homme et l'œuvre. Parce qu'en réalité, ça montre, l'étude des grands auteurs montre que leur littérature, ce qu'ils écrivent ne pousse pas comme un champignon un jour par hasard. En réalité, leur vie impacte sur les orientations qu'ils prennent. Donc, quand je nais en 1962, à la maternité d'Alukama Idea, c'est là que moi je nais. Mon père est ouvrier, on appelle ça les ouvriers, les fabricants dans les cuves d'électrolyse d'Alukama Idea, et nous habitons la cité Bidalan. Je nais à la maternité d'Alukama, ça qui est écrit dans mon acte de naissance, signé par le docteur Davin. Enfin, la mairie signe que c'est le docteur Davin qui m'a fait accoucher. Et moi, je nais donc, on va dire, je suis bien né. Par exemple, l'eau sort du mur, mais 3 ans après, cette vie est brisée. Elle est brisée pourquoi? Parce que mon père, en 1966, est licencié de l'UQAM. Il est licencié d'Alukam, hein? Oui, il fut licencié. Et il ne me dira jamais pourquoi. Ouais, on le licencie. Et il me dira plus tard que lorsque je lui demande pourquoi on t'avait licencié finalement. C'est vrai que je ne peux pas le demander en 66, j'avais 4 ans. Mais j'ai demandé plus tard, quand la souffrance a commencé, il m'a dit, oh, on avait trouvé qu'il était hypertendu. Je crois que ce n'était pas vrai. Le vrai, c'est qu'en 66, le Cameroun passe au parti unique. Et il fait l'erreur de ne pas s'inscrire. C'est ma grand-mère. Moi, sa grand-mère, c'est-à-dire sa mère, qui me dira la vérité plus tard. Elle me dit que le problème, c'est qu'il ne s'est pas inscrit. Mais c'est que lui m'avait oublié que son père, c'est-à-dire mon grand-père, fut arrêté par le colonel Lamberton, le fameux colonel Lamberton des Zeka, celui qui a tué Oum, et emprisonné, et il mourra presque en prison parce qu'il faisait le mbok pour la lutte nationaliste. Professeur. Voilà la version de sa femme, ma grand-mère. Oui, professeur. Le père son fils avait oublié qu'il était suivi. Ouais. Oui, non, pour mieux comprendre. À l'époque, pour le parti unique de l'époque, on obligeait les fonctionnaires à y adhérer automatiquement, c'était ça? Exactement. Parti unique voulait dire qu'on dissipe tous les autres partis et on entre tous dans l'UNC. Et le chef de fait de l'UPC qui est vivant en ce moment, c'est Maï Matib qui devient le premier vice-président de l'UNC, le fameux parti unique néocolonial. Quand on accède à l'indépendance, le Cameroun a plusieurs partis en 1960. Donc il y a une forme de multipartisme qui existe avant le 1960. Oblige à... Oui, de 1960 à 1966, il y a plusieurs partis politiques. Ils sont plus ou moins fantoches, mais enfin ils existent.
En 66, on décide que c'est fini le parti unique, tout le monde sera dans le même parti, ce sera la pensée unique. Et la chasse à l'homme, aux hommes qui résistaient un peu à commencer, je crois que c'est dans ce contexte que mon père perd son emploi. Et quand il perd son emploi en 66, on rentre donc dans le village d'exil dans lequel il s'était réfugié avec sa maman, ma grand-mère, lorsqu'on avait arrêté son père, le mari de ma grand-mère. Ce village-là est à 10 km de Manga et à 51 km de Douala en chemin de fer. Il s'appelle Kombe. Là, quand vous quittez Douala pour aller à Mbanga ou vice-versa, vous arrivez à un endroit qu'on appelle Pendamboku. C'est mon père qui a créé ce village. Cette terre est la terre des ballons. Mon père n'a rien à faire là-bas. Mais c'était le village de refuge quand on a arrêté son père. À l'époque, dans les années 50. Et c'est là-bas qu'on rentre en 66. Son père est déjà mort. Ma grand-mère s'est établie là-bas. On rejoint la grand-mère dans un village sans école, sans dispensaire. Et mon père devient mon premier instituteur, puisque quand jusqu'en 66, je crois qu'en 65, il me met à l'école maternelle d'Alu Kamaïdea. Il perd son emploi, je suis obligé de partir avec lui et ma mère et toute la famille. On va donc s'exiler à Kombe. On reste à Kombe et de fil en aiguille, après avoir pris les cours de mon propre père qui était un instituteur bénévole, parce qu'il avait là-bas créé l'école bénévole du village, et il me met finalement à l'école Saint-Kizito de Maleke, qui lui est 15 km, Maleke 18 km en amont. C'est-à-dire en allant dans le sens de Douala, dans cette école-là. Le village Maleke est par hasard, très mythiquement, là où le monseigneur Ntogmo avait oublié Wandje et son staff au moment de l'essai de leur exfiltration en 69. Quand ce village-là, Maleke, est un village mythique. C'est là où je me familiarise à la rébellion. Parce que la rébellion qui est dans les brousses, là-bas, vend des produits de la brousse. La rébellion fait de la chasse, donc elle a des poissons fumés, elle fait du gibier fumé, elle fait la pêche, elle a du poisson fumé, elle fait de la vannerie, elle a des paniers à vendre, elle fait de la cueillette, il y a les fruits de bus à vendre. Et elle est en trafic, c'est en fait une sorte de contrebande avec les femmes, les Bayam-Selam du village. Entre les rebelles qui ont les produits en brousse à vendre et les vendeuses qui sont les Bayam-Selam, c'est les écoliers, nous, du village, qui faisons le trafic. Contre quelques sous et quelques avantages. C'est-à-dire que quand on va au ruisseau, au barigot, le soir pour puiser l'eau pour nos familles, on sait où on va aller déposer prendre la marchandise que les rebelles ont laissée, on sait où on doit déposer leur argent et leurs vivres que les Bayam nous ont donné au village. Elles nous donnent du sucre, du café, du sel. Et de l'argent, on dépose à un endroit et on va à un autre endroit, on prend la marchandise qui est la contrepartie. Et pour vous le faites à l'âge de quel âge? On se dépose notre argent et les Bayam nous donnent notre argent. Pardon? C'était à quel âge quand vous le faites à cette époque? Et les Bayam nous donnent l'argent qu'on a. C'est 67-68. J'ai entre 5 et 7 ans. Wow. C'est à ce moment-là que cette période de la vie, j'ai entre 7 parce que mon père est plus ou moins au courant de ça. En tout cas, sa mère sait, ma grand-mère sait, parce qu'elle est un peu Bayam-Selam aussi, où elle l'est fondamentalement. Mon père passe pour des problèmes, des raisons familiales, et pour des raisons qu'il n'est pas d'accord que je m'inscrive dans ce trafic. C'est risquant. Mais c'est pour là, il m'amène donc dans ma deuxième école, qui est l'école catholique de Mva, dans le pays Etoun, après à 20 km 15 km de Okola.
Il y a une école là-bas, on appelle l'école catholique de Mva. C'est là que je fais l'asile en 69. La deuxième fois. Et pourquoi il m'amène là-bas? Parce que sa soeur cadette, ma tante, y est mariée. J'ai donc dans le pays et tout 11 ou 12 cousins germains. Là, en bas, on appelle là-bas Toubassi. Et je fais l'école, cette école jusqu'au cours le matin 1. Mon père vient me chercher quand la rébellion se calme. Et la rébellion se calme quand? Elle se calme en 72. Après l'exécution de Wandi en 71. Oh. Voilà la suite des événements. Et donc maintenant, de 72 à 76, mon père 75, mon père m'inscrit, vous allez lire dans mon livre, à l'école catholique, à l'école publique de Mouyouka. Mouyouka à 5 km de Manga. Sur le passage à niveau, le seul passage à niveau, je crois qu'il y a 2 passages à niveau entre Douala et Manga. Le premier est devenu un tunnel à Souza. Mais l'autre est resté. C'est un vrai passage à niveau sur terre, à Mouyouka. Il y a une école de l'autre côté du passage à niveau, c'est mon école, l'école publique de Mouyouka. Là, je fais le cours élémentaire 2, le cours moyen 1. Le cours moyen 2, c'est écrit dans mon livre. Et cette année, en 75, je rate le CP. Toute la classe a raté le CP. Et c'est là, cette histoire est racontée dans le premier chapitre de mon livre. Et c'est là, de 75 à 76, que ma famille décide que je vais à l'école chez mon autre mère, la sœur aînée de ma mère, ma tante, maman Anna, à Douala, et son époux, papa Benoît, est instituteur à l'école Sacré-Cœur de Newbert, dont le frère aîné de ma mère est en plus le directeur. Okay. Ils me prennent en charge, et c'est là que je passe je redouble le CM2. Et puis, je passe le CP, le concours, j'accède au collège. Donc, cette période difficile est souvent occultée. Pourtant, elle marquera ma vie à jamais. Elle marquera mon engagement politique. Parce que moi, j'ai vécu dans la chair les difficultés les conséquences et les difficultés de la rébellion. Je l'ai fait, je crois parce que lorsque je fais le trafic en Malais, que je suis véritablement conscient des risques que je prends. Mais je sais, puisque ma grand-mère me dit que le régime est mauvais, c'est un régime, bon, un peu, elle a une rancune, parce que ce régime a tué son mari. Il faut d'accord. C'est pourquoi elle a cette rancune-là en tant que femme. Ma grand-mère n'avait jamais oublié. Et elle me rappelait, c'est moi qui étais son mari, elle m'appelait mon petit mari. Okay. Les gens là ont tué mon mari. Voilà, c'est une histoire amusante, c'est repris dans le livre. Hein? Comment une famille qui vit des choses extrêmement difficiles, comment on vit des choses extrêmement difficiles étant extrêmement jeune, mais on finit par s'en sortir dans la vie, c'est-à-dire accéder au sommet de la société. C'est l'une des choses, je rappelle souvent à mes enfants que moi, c'est votre père qui est professeur, hein, le mien n'était pas. Mon père n'était pas professeur, n'était pas docteur, n'était même pas infirmier. Ni ma mère, mon père savait écrire et lire, lui, d'accord, mais ma mère, elle lisait le bassin de Douala. Ma grand-mère ne savait rien lire. Et pourtant, ils ont formé un des professeurs de médecine les plus redoutables dans ce pays. Ah oui, ah oui. Voilà. Ah oui. Non, vraiment, l'histoire est quand même... Ouais. L'histoire, elle est quand même très alléchante. On a envie de vous écouter, parce que sur la dimension historique, ce que vous essayez de transmettre est tellement chargé. Et d'ailleurs, nous comprenons que ce sont ces prérequis qui conditionnent justement votre devenir par après. Mais moi, je vais juste m'attarder justement sur votre engagement politique. Et quand vous parlez, quand vous dites que vous êtes de l'UPC, fondamentaliste, ça repère à quoi? Parce que nous, on sait l'Union des populations camerounaises, je suis de l'UPC, on peut s'arrêter à ça. Mais quand vous insistez avec cet adjectif de fondamentaliste, ça nous renvoie à quoi? Qu'est-ce que le professeur veut nous enseigner derrière? Alors, les fondamentalistes, nous voulons être distingués sur 2 aspects. D'abord, la première, c'est de se distinguer des usurpateurs, menteurs. Il y a des gens, il n'a pas du tout l'âme UPC, l'esprit UPC. Il n'a pas du tout l'idéologie UPC, c'est ce qu'il fait.
Mais il porte la tenue et il se prétend. Et on le voit, le système néocolonial que nous avons combattu fondamentalement. Il ne peut pas être UPCiste. On ne connaît pas un UPCiste par son comportement au quotidien, par ses positions. Il n'est rien de tout ça. Il y a des menteurs. À côté d'eux, il y a d'autres qui sont UPCistes. Mais en quoi fondamentalement? Le groupe le plus respectable que nous combattons, c'est le groupe des UPCistes manidémistes. Ce que nous reprochons au manidème, c'est que le manidème a, dans le fond, rejette la primauté et l'inauguration de la lutte nationaliste par Ruben Oumyobé. Or, pour nous, Ruben Oumyobé est le fondateur de la lutte nationaliste structurée et rationnelle. La lutte structurée et rationnelle est différente des luttes par révolte. Ils disent qu'avant Ruben Oumyobé, il y avait les martyrs pour Samba. D'accord. Il n'y avait pas que ça. Il y avait Martin pour Samba, il y avait Madonna, il y avait les Berdois à l'Est, on a vu, il y avait plein de gens. La différence entre eux et avec l'UPC, c'est quoi? Pour la première fois, une organisation est créée. Elle est structurée. Elle fait des élections. Elle lutte méthodiquement avec des enseignements. Elle lutte diplomatiquement. Est pour la lutte nationaliste et l'UPC ce que fut Karl Marx dans le communisme et le socialisme. Avant Karl Marx, il y avait le communisme, mais c'est pourquoi Karl Marx parle du socialisme scientifique, où les auteurs décrivent, on va dire, le nationalisme scientifique est de et pour ça il est le père. Et ses associés, c'est Ernest Ouandier, c'est Félix Moumier, c'est Abel Kiné. Et maintenant, on parle des pères fondateurs du Cameroun anglais. Mais on ne veut pas que les gens occultent la primauté de sa préséance. Et c'est pourquoi on dit que nous sommes les fondamentalistes oumyobistes. Nous voulons rentrer à sa doctrine. Maintenant, il y a notre petit groupe, les Kodokistes, qui, eux, même la primauté de Martin Samba et tout ça, ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est que la lutte nationaliste est longue et dure, elle est même impossible. Il faut s'accrocher sur le parti néocolonial pour survivre. Ils ne veulent pas la lutte. Ils veulent les fruits de la lutte sans lutter, les Kodokistes. Voilà, ce qui nous distingue donc fondamentalement, c'est que pour nous, c'est la primauté, c'est la primauté de c'est la primauté de l'idéologie de 1948. Sans tricherie et l'acceptation de la longueur de la lutte. La seule chose, et on vous dira, nous restons dans la logique de on est en train de plus de clarifier que nous voulons conduire une lutte non-violence. On vous dira plus tard pourquoi. Pourquoi? Parce que nous avons lutté, nous avons ouvert au moins 5 fronts qui ont tous échoué. Okay. L'échec étant marqué justement, on voulait en venir sur les 5 fronts. Mais je pense qu'on va... Oui, on peut évacuer les 5 fronts. Justement, vous voulez en venir, mais comme vous aviez entamé déjà les 5 fronts, parce qu'on veut savoir, quand vous parlez des 5 fronts, c'est quoi? Je vais juste demander aux techniciens de l'autre côté, ne mettez pas la lumière sur le visage du professeur. Si vous pouvez mettre de profil, si vous pouvez l'éclairer de profil. Oui, oui, on va faire, oui. Nous, on va supporter comme ça. OK. Oui, allez-y, professeur. Alors, pour expliquer ça bien comment, il faut savoir que était fondamentalement un partisan de la lutte non violente. À la manière, on va dire, de Martin Luther King ou de Gandhi, c'était ça sa position personnelle. Il n'a pas prévu, et pour lui, on devait arriver à l'indépendance sans effusion de sang. Bon. Dans une autre occasion, on discutera cette hypothèse.
Ok. Mais comment est-ce que l'UPC entre dans la violence donc? L'UPC entre dans la violence par une succession d'événements de mai 55. La première, parce qu'on est en train de faire la méthode de la lutte non violente, dans laquelle il y a des choses comme la grève, la désobéissance civile. On est en mai 55. Le colon qu'on nommait à l'époque Roland Pré, qui vient du Vietnam, où la France a eu un échec catastrophique dans le Dien Bien Phu. Roland Pré se venge sur les Camerounais, il tire à bout de temps. Il y a près de 120 000 morts. La conséquence, c'est qu'il décide de suspendre l'UPC. Il suspend également la JDC, l'organisation des jeunes, et également l'UDFEC, l'organisation des femmes. L'UPC devient donc un parti interdit. Et il lance un mandat d'arrêt contre C'est quoi le mandat d'arrêt contre Le mandat d'arrêt contre c'est que il vient réveiller Roland Pré, un vieux conflit que avait eu avec le préfet de DEA au retour de l'ONU de 1954. Oui. C'est quoi le conflit? Le conflit, c'est que on vient expliquer au peuple à son benguet les résultats de sa mission à l'ONU. Le préfet de DEA décide, il veut faire ombrage à ces réunions de il convoque aussi une réunion. Elle est désertée, tout le monde va à la réunion de Il va attaquer en justice pour outrage à fonctionnaire. L'affaire chauffe. Quand l'affaire chauffe, avant qu'on ne décide de condamner le haut commissaire d'avant Roland Pré, il s'appelait quelque chose comme, je me souviens de son nom. Il dit que l'affaire s'arrête là. C'était lui le président. Roland Pré vient 2 ans après lui. Il révèle l'affaire. Et il condamne mais il veut l'arrêter. Donc l'UPC interdit et contraint à la clandestinité. Voilà ce qui se passe. Comment l'UPC entre dans la rébellion. Et la rébellion armée, c'est exactement le 12 décembre 1950. Qu'est-ce qui se passe? Comme on veut voter la loi cadre pour avoir une demi-indépendance, Gaston de Fer propose à De Gaulle de le faire par une loi. On veut qu'on non vote. L'UPC lance un mot d'ordre de boycott. Et beaucoup le boycott marche. L'UPC décide, le CNO s'écrit. On crée le CNO, le commandement national opérationnel, qui est la branche armée. Elle décide de couper les routes et de tuer ceux qui ne veulent pas exécuter le mandat. C'est comme ça que les premiers tués dans cette affaire, c'est les UPCistes. C'est le docteur Malangué et M. Mpouma. Ce n'est pas les colonialistes. Ce n'est pas les collaborateurs. C'est les UPCistes, c'est les UPCistes. Et donc, c'est comme ça qu'avec le CNO, l'UPC entre dans la rébellion contre la vie de C'est le premier front. Mais on perd cette guerre le 13 septembre 1958 au 17 août. Le deuxième front s'ouvrira en juin 61. C'est Wandé qui ouvre celui-là. Wandé ouvre ce front. Ce front dans le Mungo. Ce front durera jusqu'en 70 au moment où on l'arrête. Le troisième front entre les deux, il y a un front que Sénafan avait ouvert en mars 66 à l'est du Cameroun. Sénafan avait ouvert ce front-là. Et il est mort là-bas, le front est fini. Wouni Magassu avait aussi ouvert un front. Il est parvenu jusqu'à Djoum, Wouni. Oui. Également, il a reculé. Lui n'est pas mort, il a reculé. C'était lui le commandant, c'est lui qui avait le nom, le commandant de Massacre. Hein? Commandant Kissamba, ouais. Oui, Kissamba, oui. Ok, Wigil Massaga, oui. Le commandant Kissamba, ouais. Comment on l'appelle? Il avait eu un front. Il est venu à Tchou, il voulait arriver à Sangalima. Il n'a pas pu, il a reculé et il s'est rebiffé en Angola et il est l'un des principaux acteurs du succès de la lutte nationaliste en Angola. C'était le cerveau.
Donc voilà, et puis on a vu les derniers fronts résiduels de la Sangha maritime, les fronts de Lieutenant Libre de Makandepou. Voilà les fronts que nous avons. Sur tous ces fronts, vous regardez le bilan, c'est des milliers de morts, des milliers de blessés, c'est l'arrestation ou l'assassinat, ou les deux dans chaque front. Des chefs, on a perdu nos chefs. C'est sur cette base-là qu'on dit pour deux raisons. La première raison, c'est celle-là, c'est que la lutte militaire ne nous a rien donné, ou pas grand-chose. Deuxièmement, moi je ne trouve pas d'idée pour mener cette lutte, je n'ai plus l'âge pour mener une guerre. Et troisièmement, on a de nouveaux outils pour lutter et gagner. Ces outils sont nombreux. Vous m'avez vu gagner les procès contre le système par les néocolonialistes au Cameroun. Même ministre, je les ai battus. Oui. C'est les luttes judiciaires. On peut mener la lutte médiatique. Vous savez à quel point c'est devenu redoutable. Et ce n'est pas redoutable parce que je suis fort. C'est redoutable parce que on peut dénoncer le pilier, l'outil essentiel du néocolonialisme qui en fait est une paramafia. Les paramafias comme les mafias ont pour outil essentiel de travail le secret. Et la dénonciation médiatique expose les secrets et dénonce. C'est donc un front important de lutte, c'est ça que nous allons faire. Nous sommes en train de faire la lutte médiatique. Donc, il y a la méthode médiatique ou la lutte médiatique, il y a la méthode judiciaire, la lutte judiciaire, il y a les méthodes administratives, on peut dénoncer sur les chefs, il y a les méthodes pédagogiques, ce que je fais là aussi, on peut enseigner à la jeunesse ce qui est vrai, parce que moi je dis ce qui est vrai, tout en étalant les mensonges du néocolonialisme. Au moins sur ces quatre fronts, il y a le front auquel je vous appelle, c'est le front électoral. Avec votre cadre de lecteur, vous pouvez changer, on va dire progressivement les choses. Et puis il y a le front politique, l'éducation politique. Voilà 5 fronts. Voilà 5 méthodes qui avaient du mal à marcher il y a 50 ans, mais qui pourraient marcher aujourd'hui. Ok? Ok, professeur. Donc, j'ai répondu sur la question des 5 fronts de guerre de l'UPC. Et ce qui permet de justifier pourquoi nous disons que nous voulons rentrer à la lutte non-violence que Oum avait si bien prévu et commencé. Mais prof, j'aimerais vous lancer quand même sur le dernier front dont vous évoquiez tout à l'heure, qui est le front électoral. Mais certains Camerounais ont l'attitude de dire que face à une dictature, il serait impossible justement d'engager ce dernier front. Et est-ce que c'est possible de renverser par ce front? Parce qu'il y a certains Camerounais qui sont pessimistes, et même africains, hein, qui estiment qu'il faut engager d'autres fronts en dehors du front électoral, qui est un front qui relève purement de la fiction. Le problème de la lutte nationaliste, elle doit être comprise comme une lutte de longue haleine. Parce qu'on a des exemples historiques. La lutte pour que la Chine parvienne à ses résultats, elle a pris 400 ans. Pour appliquer les fondamentaux élaborés par Confucius, la Chine a pris 400 ans. L'ANC, avant d'appliquer le truc de Nelson Mandela, a pris presque 100 ans, en tout cas 80. Donc la lutte peut être longue. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand une génération atteint un certain âge qu'elle ne peut plus, elle transfère le flambeau à la génération suivante. C'est ça que je voudrais faire par l'éducation. Enrichir votre culture de ce qui s'est passé dans votre génération pour que demain, quand je n'y serai plus, si nous parviendrons à la victoire finale avant, tant mieux. Mais si on ne parvient pas à la victoire finale, eh bien vous continuez la lutte. Je le dis pour dire que la lutte est longue, mais ce n'est pas à cause de sa longueur qu'il faut se décourager. Et nous ne sommes pas le seul peuple qui va mener une longue lutte. Les longues luttes sont historiques. Première chose. Deuxième chose, les gens qui disent comme ça, c'est deux choses. Ils sont hyper pressés ou en culte
Ils ne savent rien, leur tête est vide. Ils ne savent rien et disent des bêtises. Ils ne savent rien que ça veut dire. Ils ne savent même pas que la lutte est longue. Donc, Ça, c'est intéressant. ils n'ont pas lu les autres luttes. Moi, j'ai passé. Voilà. Première chose, première, en deuxième ignorance, ils ne savent pas que ils sont malhonnêtes pour transmettre le flambeau. On peut transmettre le flambeau. Ils n'ont pas de morale pour résister. Il faut savoir qu'on ne lutte pas pour nos intérêts personnels. Pour moi, c'est perdu. On lutte pour la justesse de la cause. Est-ce que c'est une cause juste? Oui, je lutte pour ça. Oui, elle peut ne pas aboutir pendant que je suis en vie. Mais ce qui est important, c'est de transmettre le flambeau. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'ils disent ça. Et donc, parce que la lutte est longue, alors on demande, ce que l'on veut, c'est vous former, c'est former la jeunesse pour vous transmettre le flambeau. Et ils parlent des choses parce que, comme ils sont gourmands, parce que même ceux qui ont à manger disent qu'ils veulent manger. Qu'est-ce qu'un médecin comme moi veut manger quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore mangé au fond? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Est-ce que ces gens-là pensent même qu'ils peuvent avoir joui de la vie comme moi? Vous savez ce que ça représente? Être dans un pays, soigner les gens pendant 40 ans. Vous savez ce que j'ai eu? Vous savez ce que j'aurai encore? Bon. Et donc, c'est la gourmandise, c'est-à-dire qu'on ne se fatigue pas. On a toujours envie de manger, envie de boire, envie de jouir. Et trop, et à l'excès, au point à gaspiller. En fait, ils ne sont pas préparés moralement, ils n'ont pas d'argument. Ils doivent vous décourager la jeunesse. Donc, moi, je vous appelle à vous inscrire dans la lutte de longue haleine. Peu importe pourquoi vous parvenez à la victoire finale ou pas. Ce qui importe, c'est que la victoire finale ait lieu un jour. Parce que de toute façon, on n'a pas de choix. On ne peut pas accepter que notre pays soit gouverné de la manière où elle est gouvernée. Que toutes les sociétés tombent, on ne peut pas accepter. Que toute la jeunesse ait les yeux à l'extérieur. Vous traversez le Sahara à pied et la Méditerranée à la nage pour aller à l'esclavage, on ne peut pas accepter. Et c'est la malgouvernance qui fait ça. On doit combattre cette malgouvernance avec d'autres méthodes, avec des méthodes qui nous exposent le moins, avec des méthodes qui permettent en même temps de mener simultanément la lutte et la vie. On lutte en jouissant, en vivant, mais on vit raisonnablement. On vit raisonnablement, pas trop. Il ne faut pas boire le vin jusqu'à devenir un soulard. On mange au point de devenir un obèse. Ou aimer les femmes au point de devenir un maniaque. C'est ça le problème. Vous avez droit à la jouissance. Et l'un de notre but aujourd'hui, c'est de vous aider, vous tous. Dans un pays qui est plein d'opportunités, veillez à ce que chacun gagne sa vie. C'est le but. Et on va lutter en gagnant la vie. Pour que la vie soit meilleure encore pour vous ou pour les générations futures. On doit minimiser les risques et augmenter votre potentiel pour mener la lutte non violente. Pas parce qu'on a peur de la violence. Non. Sur le plan individuel, moi, j'ai plus peur de mourir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça nous perd du temps. Et que les outils... Il y a même quelque chose qui arrive, l'intelligence artificielle. Vous savez ce qu'elle peut faire? Moi, j'imagine les choses qu'elle peut faire. Elle peut faire des choses terribles. Et eux, ils sont incapables d'être à jour parce qu'ils sont en train de jouer, ils n'apprennent pas. J'ai dépassé beaucoup de gens à l'université, seulement parce qu'ils ne sont même pas accrochés à la révolution informatique. C'est pour ça que je les ai doublés. Et donc, moi, je continue à en appeler pour dire, on va mener la lutte plutôt non violente. Elle a des méthodes, il faudra qu'on l'apprenne. Et la première étape, ce que j'ai dit dans le hamburger, c'est quoi? C'est-à-dire la vidéo et non pas le livre. La vidéo vous explique à quel point notre pays a des opportunités et que tout le monde peut s'organiser pour gagner la vie. Et le livre vous explique les prérequis qui permettent de pouvoir gagner sa vie. Merci, professeur, pour cette première partie.
On va passer à la deuxième partie, mais avant de passer à la deuxième partie, on va prendre une pause d'une minute hein, pour que vous respiriez un peu et que les techniciens de l'autre côté, parce que il y a tellement nous sommes à près de 700 personnes qui vous écoutent en direct là, et des gens demandent qu'on veut voir le professeur être éclairé. On va juste demander aux techniciens de l'autre côté de voir comment faire pour l'éclairage. On sait que c'est Inéo, hein, c'est pas le professeur, ça ne dépend pas de lui, c'est Inéo, c'est la situation. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, vous avez dit on lutte pour la justesse de la cause. C'est très intéressant. Le professeur dit quand vous engagez dans ce combat, il faut savoir que c'est un combat qui doit s'inscrire sur le temps. Il ne faut pas être pressé. Ceux qui vous pressent, c'est ceux qui ont d'autres revendications, peut-être des revendications oesophagiques. Merci, professeur.